On va démarrer doucement mais sûrement. Enchantée, moi c'est Lorraine. Je suis responsable adjointe du programme Solidatech et je suis dans la compagnie aujourd'hui de Cyrielle. Bonjour Cyrielle. Bonjour à tous. Cyrielle de Digio, elle vous présentera ça dans un instant. Moi, je garde juste la parole quelques minutes pour surtout des aspects pratico-pratiques et puis vous présenter rapidement le programme Solidatech. Que vous sachiez déjà que ce webinaire, il est enregistré et que aussi bien l'enregistrement que le support de présentation que Cyrielle va utiliser seront mis à votre disposition probablement demain, sinon lundi, dans notre centre de ressources sur le site Solidatech. Vous en serez averti par mail également. Donc voilà, replay et support à disposition. Sinon, pour aujourd'hui, le but, c'est qu'on prenne vos questions sur la dernière partie du webinaire. N'hésitez pas, par contre, à les poser en cours de route, mais avec un petit peu de contexte, du coup, qu'on puisse la comprendre encore une demi-heure plus tard. Et si vous voulez bien, s'il vous plaît, passez par l'onglet Q&R qui est disponible en bas de votre écran. Le chat, n'hésitez pas à faire comme Solange, Martine, Séverine, pour dire bonjour, pour échanger aussi, pourquoi pas, entre vous, sur des retours d'expérience, etc. C'est aussi très intéressant. Auquel cas, prêtez bien garde à sélectionner, d'envoyer votre message à tout le monde et non pas uniquement aux autres. Voilà. Cela étant dit, je vais partager mon écran pour quelques slides et je passerai ensuite la parole à Cyrielle pour le sujet du jour. Donc, Solidatech, programme de solidarité numérique, dont le but, c'est d'aider les associations à renforcer leur impact à travers une meilleure utilisation du numérique. On a été créé en 2008, constitué d'une douzaine de personnes, pour vous donner une idée, quand on est au complet du moins. Et on appartient à la coopérative d'insertion qui s'appelle les Ateliers du Bocage, qui est située dans les Deux-Sèvres, qui est membre du mouvement Emmaüs et dont le cœur de métier, c'est plutôt tout ce qui concerne la collecte et le réemploi de matériel informatique, de smartphones et de cartoucheries. Nos bénéficiaires qui peuvent s'inscrire gratuitement au programme, comme déjà c'est le cas pour beaucoup d'entre vous, sont essentiellement des associations loi 1901, mais on retrouve aussi quelques autres statuts comme par exemple les fondations RUP et les fonds de dotation. Et alors concrètement, comment est-ce qu'on aide les associations en matière de numérique? Essentiellement par 3 biais. D'une part, en facilitant leur accès au numérique, donc avec des logiciels à tarif réduit, du matériel informatique, en les accompagnant dans le développement de leurs usages numériques, typiquement avec des webinaires comme celui d'aujourd'hui. On a aussi plus globalement tout un centre de ressources qu'on met à votre disposition, des formations, etc. On y reviendra. Et puis, on coproduit également des savoirs plus globalement sur la transition numérique des associations. Un exemple concret, vous avez peut-être vu passer notre baromètre en octobre dernier sur la place du numérique dans le projet associatif. Là, vous avez un petit aperçu des logiciels que l'on retrouve à tarif réduit, voire même dans certains cas gratuitement à notre catalogue. Donc, c'est juste pour vous donner une idée et vous aider à vous rendre compte qu'il y a aussi bien ça couvre un petit peu tous les besoins d'une association, de la conception graphique à la comptabilité, en passant par les antivirus, etc. Et vous y retrouverez aussi bien des solutions, on va dire, de grands noms, type Microsoft, Google, Adobe, Zoom, que des solutions plus locales, françaises, comme c'est le cas par exemple avec Intia, AssoConnect, TalkSpirit, NetExplorer, etc. Je vous le disais, on propose aussi du matériel informatique, alors surtout du matériel reconditionné par nos propres ateliers dans les Deux-Sèvres, pour ceux qui ont suivi, et une petite part de matériel neuf grâce à nos partenaires Cisco et Dell. En matière d'accompagnement que j'évoquais rapidement à l'instant, là, ça vous donne une idée un petit peu plus précise de ce qu'on est à même de vous proposer. Donc, aussi bien des ressources que l'on met à votre disposition, en toute autonomie, que de l'accompagnement plus individualisé, dont font partie typiquement nos formations, qui sont plutôt sur des formats de sensibilisation aux enjeux du numérique, du type aussi bien sur le sujet de la communication digitale que du RGPD, que du travail collaboratif, etc. Mais voilà, ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Je vous laisserai découvrir tout ça sur notre site. Et dernier slide pour ma part, c'est juste pour vous donner un aperçu avec quelques chiffres clés concernant le programme. Et on peut par exemple retenir que vous êtes désormais plus de 38 000 associations à nous faire confiance et à vous être inscrites gratuitement chez nous. Voilà pour ma part.
Je répète, comme je vois que pas mal de gens sont arrivés entre-temps, je répète juste 2 infos clés qui sont que n'hésitez pas à poser vos questions en cours de route, mais avec un petit peu de contexte. On les reprendra à la fin du webinaire. Et passez bien pour ce faire, s'il vous plaît, par la fonctionnalité Q&R qui est disponible en bas de votre écran. Le chat, c'est plutôt pour échanger entre vous, pour dire bonjour, etc. Et autre info, le webinaire est enregistré, replay et support de présentation seront à dispo d'ici demain ou lundi dans notre centre de ressources. Vous en serez avertis par mail. Voilà, merci pour votre attention et surtout maintenant, je passe la main à Cyrielle pour le sujet du jour. Et merci Lorraine, bonjour. Donc aujourd'hui, on va parler du numérique et entre autres du numérique plus responsable. Et entre autres, on va être aujourd'hui vraiment sur un atelier de sensibilisation. Donc moi, je suis Cyrielle, je suis la directrice du développement justement de Lizio. Lizio qui est un outil et une solution plug and play pour les sites internet et pour replacer le contexte du numérique responsable avant de commencer une toute petite vidéo qui va vous présenter la solution et le contexte. Internet a changé notre façon de communiquer et d'offrir nos services à tous. À tous? Pas tout à fait. La technicité des sites web et la nécessité d'une bonne connexion mettent de côté 50% des visiteurs potentiels. Or, peu de sites sont optimisés pour l'accessibilité de tous, que ce soit pour les personnes en situation de handicap, manquant d'expérience numérique ou vivant en zone à faible couverture réseau. Or, nous pouvons tous devenir acteurs d'un web plus inclusif, solidaire et même écologique. Lizio est une solution innovante qui va rendre votre site internet lisible et accessible à tous. Son affichage deviendra aussi 100 fois plus rapide et son impact carbone sera fortement réduit. Avec Lizio, élargissez et fidélisez votre audience en étant plus solidaire et soucieux de notre planète. Lizio, web solidaire, solution pour augmenter l'accessibilité, l'audience et l'image sociale de vos sites internet. C'était histoire de reposer le contexte du numérique responsable des sites internet. Et donc là, aujourd'hui, l'objectif est de parler du numérique responsable, donc les impacts du numérique de façon globale, les enjeux de ce numérique responsable et enfin des bonnes pratiques que vous pourrez mettre tout de suite en place auprès de vos entreprises ou associations. Avant de commencer, là encore, un petit quiz pour lequel on va pouvoir jouer tous ensemble. Lorraine a prévu un petit sondage pour que chacun puisse répondre. Il n'y a pas d'obligation, c'est plutôt c'est plutôt une partie d'acculturation sur le sujet. Peut-être que vous savez déjà tout. Et on a encore une question de repositionnement de contexte. Donc, si on commence avec la première question, Lorraine, je ne sais pas si tu as pu partager. Oui, voilà. Donc, aujourd'hui, combien d'équipements numériques, tablettes, smartphones, ordinateurs possèdent en moyenne un Français? Donc, on a là 3 exemples déjà, mais est-ce que vous imaginez le nombre? On va se laisser quelques secondes pour que ceux qui souhaitent répondre. Et on va passer tout de suite derrière à la réponse. Est-ce que c'est bon pour toi, Lorraine? Oui, c'est bon. Donc, je ne vois pas le sondage, mais aujourd'hui, la réponse est, sans surprise, 15 équipements connectés. En France, on est hyper connectés. La moyenne mondiale d'équipements par personne est de 8. En France, c'est 15. Entre les AirPods, la montre, le téléphone, la télé, la box, parfois même le frigo jusqu'à certains. Et du coup, voilà, vous étiez resté vous avez donné les bonnes réponses sur l'équipement, la moyenne mondiale, mais en France, on est suréquipé. Donc, c'est important de savoir que justement, c'est cet impact-là sur lequel on va parler beaucoup aujourd'hui. Si on passe sur le sondage suivant, petite question, en France, quelle est la part de personnes rencontrant au moins un frein matériel dans l'usage des outils numériques? Est-ce qu'on parle de 10%, pardon, 21%, 72% ou 35%? Les freins matériels.
Encore quelques petites secondes. On y va. On y va. Allez, la réponse, 21%. Ah, vous avez hésité entre 21 et 35%. Effectivement, on est 21% des Français qui rencontrent au moins un frein matériel. Le frein matériel, ça peut être « j'ai mon matériel qui est trop vieux, j'ai tout simplement pas d'équipement ou ma connexion n'est pas bonne ». Ce sont là encore des sujets sur lesquels, lorsqu'on s'embarque dans le numérique responsable, sur lequel il faut penser, puisque aujourd'hui, voilà, c'est un Français sur 5 qui a cette difficulté à avoir accès à l'information numérique. Question suivante. Combien de matière faut-il pour fabriquer un smartphone de 5,5 pouces? Donc là, je parle de matières premières extraites de notre belle planète pour un smartphone qui va faire en gros entre 180 et 250 grammes. Attention, allons-y. Réponse. Bravo. Effectivement, 200 kg. 200 kg de matières premières, de 70 matériaux, souvent rares, différents pour un seul smartphone et à peu près 450 kg à 500 kg pour un ordinateur. Donc on est là encore, le fait qu'on soit hyper connecté et suréquipé en France fait qu'on n'aide pas forcément notre planète à aller sur le bon chemin de l'éco-responsabilité. Je ne sais plus, avant-dernière question, me semble-t-il. En moyenne, en moyenne, combien de grammes de CO2 génère un site web par page consultée? Donc là, c'est un chiffre aujourd'hui pris en moyenne sur les pages mondiales. Donc en fonction effectivement du nombre d'éléments qu'on va partager, photos, vidéos, diaporamas. Et la tendance est... Ah, vous êtes bon. 4,61 grammes de CO2 par page consultée. Et aujourd'hui, c'est presque 2 milliards de sites qui sont en ligne. On est environ presque 3,5 milliards à consulter tous les jours Internet. Donc, si on marque un petit peu, on démultiplie tout ça par un nombre moyen de pages visitées à 3 pages sur 2 milliards de sites, ça fait quelque impact de CO2 tous les jours. Et du coup, combien d'individus sont touchés cette année, sont touchés par l'illectronisme en France? Illectronisme, petite définition, donc personne qui a des freins avec le numérique dans son utilisation, peur de l'utilisation, problématique de lecture, de compréhension et autres. Allons-y. Réponse, 14 millions. Et oui, on est nombreux en France à avoir ces difficultés. Du coup, là, dans ces 17 millions, on a aussi les personnes qui ne sont pas équipées, qui n'ont jamais été équipées. Et en plus, c'est un nombre qui ne va pas en diminuant, puisqu'on se rend compte que de plus en plus de jeunes qui, smartphone au bout du bras, on pourrait les croire hyper connectés et hyper... ça a l'air hyper simple pour eux d'aller sur Internet, mais pas tant que ça. En fait, aujourd'hui, quand il faut aller faire une recherche, une démarche en ligne, on sent que la perte de confiance en l'outil est très, très importante. Et donc, ils sont nombreux finalement à être dans cette case d'électronisme par peur de l'utilisation. Et donc là, je crois que c'est la dernière question. Oui. Quel est le pourcentage de la population atteinte de troubles 10 en France? Là encore, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est un frein qu'on peut avoir dans l'utilisation du numérique, en fonction du trouble 10 que l'on peut avoir, bien évidemment. Tu peux peut-être redéfinir 10. 10, pardon, donc trouble 10. 10 comme dyslexique, dyscalculique, dysorthographique, donc des personnes qui... dysgraphiques également, des personnes qui ont du mal qui ont des difficultés cognitives à gérer soit le calcul, soit l'écriture, l'orthographe, le dessin. Et oui, très bonne réponse. Entre 6 à 8%, donc 7 millions en France de personnes qui sont atteintes de ce trouble.
et qui ne trouvent pas forcément de facilité à pouvoir utiliser le numérique au quotidien. Donc voilà, c'était un petit quiz pour repositionner le numérique responsable. Donc vous voyez, il y a des questions matérielles pour la partie éco-responsabilité, éco-conception, et puis aussi toute la partie sociale sur comment aujourd'hui, justement, ce numérique peut avoir des difficultés à être compris par tous. Et donc aujourd'hui, voilà, clairement, la transformation numérique est là, la dématérialisation est là, et ça devient une vraie une très grosse industrie dans laquelle on a tous notre mot à dire, aussi bien en tant qu'utilisateur, mais aussi en tant que propriétaire de site internet ou en tout cas personne souhaitant donner de l'information sur le numérique. Il est important d'avoir les bonnes pratiques pour communiquer de façon responsable et accessible, tout en ayant finalement un impact réduit sur notre environnement. Donc, pour redéfinir un petit peu le numérique responsable, aujourd'hui, il y a une définition qui est écrite, qui est que le numérique responsable est un numérique capable de proposer des solutions et des innovations soutenables pour la planète, éthiques et inclusives. Donc, c'est une démarche d'amélioration continue qui fait partie intégrante aujourd'hui des politiques RSE ou RSO sur lesquelles on s'engage de plus en plus et qui vise à réduire l'empreinte écologique, économique et sociale des technologies de l'information et de la communication. C'est pour ça que je vous dis qu'on est vraiment sur la même politique, une politique RSE. C'est une brique de la politique RSE et RSO d'une entreprise et d'une association. Et dans l'objectif est finalement d'améliorer nos pratiques et d'être le plus soutenable, comme c'est marqué là, pour nos structures. Donc, on a dit on allait commencer par les impacts. Donc, les impacts du numérique sont importants, hein. Aujourd'hui, on parle de numérique, on s'informe, on communique, on travaille, on consomme, on se divertit. Tous nos usages se démultiplient sur le numérique, les envois d'emails, les publications sur les réseaux sociaux, les visionnages sur les vidéos, etc. Et donc, finalement, aujourd'hui, il y a une diversité d'utilisation qui fait qu'aujourd'hui, le numérique a un impact variable en fonction de la sobriété qu'on va chercher. Et aujourd'hui, dans l'utilisation, dans l'impact global du numérique, 80% de l'impact est lié à la fabrication. On en parlait tout à l'heure, on est suréquipé, et c'est là finalement, c'est ce suréquipement qui fait qu'aujourd'hui, on a un gros impact sur la planète, puisqu'aujourd'hui, voilà, pour 800 kg de matières premières, 1,5 tonne d'eau, 240 kg de combustible fossile, 22 kg de produits chimiques, on arrive à un ordinateur. Aujourd'hui, on sait qu'il y a énormément d'ordinateurs qui sont vendus par jour, et donc il est important de pouvoir commencer à être sensible à ce cycle de vie, à ce cycle de fabrication pour réduire cet impact. En deuxième point, c'est l'utilisation. Pour 15% de l'impact, c'est l'utilisation du réseau, les terminaux, les infrastructures réseau, les serveurs, qui vont avoir pour but de transférer finalement la data dans des différents serveurs jusqu'à nous, utilisateurs. Et donc, la fin également de cet impact, c'est la fin de vie de l'outil, et donc le recyclage. Aujourd'hui, c'est 57 millions de D3E dans le monde, et il n'y en a que 20% qui aujourd'hui est vraiment traité. Donc, la sobriété numérique commence par déjà se sensibiliser, donc ce qui est chose faite aujourd'hui sur ce point-là, et on va aller dans le sens du développement et de la conception des services numériques plus sobres et en modérer les usages pour que chacun soit le plus sensible à ce numérique responsable. Un cycle de vie aujourd'hui, c'est justement toute cette partie-là, fabrication, utilisation, destruction. Et l'objectif, c'est que ce cycle de vie soit le moins impactant sur notre planète et sur notre environnement pour qu'il soit le meilleur pour nous à long terme. Sur ces enjeux et ces impacts, les autres enjeux et les autres impacts, on a également tous les impacts économiques et sociaux. Parce qu'aujourd'hui, quand on va extraire 800 kg de matières rares, on va le faire dans des conditions de travail spécifiques, dans des
probablement dans des pays qui ne sont pas forcément très bien régulés sur le droit des hommes et des enfants, et souvent donc, des conditions de travail qui sont très mauvaises, pas forcément bien rémunérées. Donc il est important de bien être sensibilisé également à ça et de prendre en compte, lorsqu'on va acheter son matériel, cette partie-là. Je t'interromps, Cyrielle, parce que mieux vaut communiquer la réponse dès maintenant qu'à la toute fin. Est-ce que plusieurs participants sont intéressés de connaître les sources de ces chiffres, s'il te plaît? Et ils sont indiqués à la fin de la présentation. Ok, top. En plus, pour rappel, la présentation en question est à disposition prochainement dans notre centre de ressources, donc vous pourrez aller creuser tout ça. Et j'en profite aussi pour te demander si tu peux définir, s'il te plaît, D3E. Oui, merci. Je me rappelle plus. Voilà, merci. C'est tout ce qui est destruction, traitement et destruction des déchets, déchets électroniques, électrotechniques et je ne sais plus. C'est tout ce qui est lié au traitement des déchets électroniques. Aujourd'hui, on paye une taxe D3E sur tous les matériels électroniques qu'on achète. Et peut-être que vous connaissez sinon je ne sais pas quand tu l'avais écrit sur ton site, je n'ai pas fait attention, mais nous, aux ateliers du bocage, on écrit plutôt DEEE. Oui, donc peut-être que ça vous parle plus en le voyant écrit comme ça. Merci beaucoup. Avec plaisir. Donc aujourd'hui, voilà, on est allé c'est les services qui sont attention à la partie conditions de travail, excusez-moi, je m'y remets. Ensuite, on a aussi la localisation de la recherche et développement, de la fabrication et du recyclage qui sont à prendre en compte. La gestion et la protection de données, c'est un très gros pilier aussi du numérique responsable. Aujourd'hui, on est de plus en plus sensible à la cybersécurité, à la RGPD, aussi également au droit et tout simplement à la déconnexion. Et donc, cette partie-là fait partie intégrante des impacts économiques et sociaux du numérique. La transformation de l'organisation du travail. Aujourd'hui, le télétravail, les services en ligne, la dématérialisation, c'est des mots qui font partie de notre langage courant. Et finalement, ils témoignent aussi de la potentialité du numérique comme des risques attachés au statut des travailleurs, des plateformes, le respect de la vie privée, l'exclusion numérique. Donc vraiment, aujourd'hui, c'est là encore un point sur lequel on peut s'atteler. On a l'apparition aussi des plateformes disruptives donc, qui vont aller encore là, sur lequel on va devoir être informé sur la cybersécurité et la protection de nos données. Et puis l'inclusion et l'exclusion numérique. Là encore, on a aujourd'hui de plus en plus lié à cette dématérialisation le droit d'avoir accès à l'information. Et c'est cette inclusion numérique qu'il faut travailler dès la conception de l'information numérique. Voilà pour la partie enjeux. Hop. Donc ensuite, on a les enjeux du numérique responsable. Non, c'est les enjeux de gouvernance. Donc là, on a ce premier point donc, qui est d'inclure les indicateurs permettant d'évaluer la responsabilité numérique de l'entreprise dans ses déclarations. On doit donc pour cela finalement engager les gouvernances à aller sur ce sujet-là et donc se sensibiliser, ce que vous faites aujourd'hui. Il y a aussi beaucoup de moyens de prendre conscience et d'agir avec, on a un Cyber Cleanup Day qui existe depuis plusieurs années, il y a des challenges numériques qui sont régulièrement organisés et auxquels je vous conseille de participer grandement pour toujours être plus efficace dans le traitement de la donnée. Faire du coup du numérique un engagement de levier d'innovation pour vos associations et entreprises, généraliser les bonnes pratiques. Donc là, dans les bonnes pratiques sur lesquelles on reviendra après, il y a de la gestion d'énergie, attention à toutes les ressources abiotiques telles que l'air, l'eau, la lumière et autres, la consommation d'énergie. Et puis, inclure des indicateurs permettant d'évaluer la responsabilité numérique de l'entreprise et comme je le disais tout à l'heure, qui est par exemple de suivre le matériel recyclé que vous allez utiliser avec Solidatech par exemple, pourquoi pas, et de pouvoir s'engager dans ces éléments positifs pour tous et dans une démarche RSE ou RSO. C'est vraiment quelque chose qui fonctionne très bien et qui permet d'impliquer tous ces collaborateurs, parce que cela doit être finalement vraiment une réponse à la quête de sens pour tous les citoyens, les collaborateurs,
tous ceux qu'on peut être nous-mêmes, finalement, aux besoins demandés. Ensuite, nous avons toutes les questions de sobriété, les enjeux de sobriété, puisqu'aujourd'hui, comme je vous le disais, on est en train un petit peu de vider la planète de ces matières premières qui ne sont pas forcément renouvelables. Donc, il faut vraiment pouvoir favoriser cette solution-là, allonger la durée de vie des équipements en favorisant le réemploi et la réparabilité, et enfin promouvoir l'éco-conception. Donc l'éco-conception, prendre de la fabrication jusqu'au recyclage du matériel dans l'étude et l'impact du matériel que l'on va sélectionner dans son utilisation. Et si on fait un petit focus sur le web, en fait, entre autres, aujourd'hui, le numérique, l'empreinte écologique donc, ne cesse de s'alourdir. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'impact du carbone est supérieur à celui du trafic aérien mondial. D'ici 2 ans, ça sera égal au trafic automobile mondial, le numérique global. Et l'impact du web devient de plus en plus important. Aujourd'hui, avoir un web écologique, lorsqu'on crée un site Internet, c'est penser à justement l'analyse du cycle de vie de son site. Donc, c'est l'éco-concevoir pour être le plus léger possible. L'héberger tant qu'on peut chez un hébergeur qu'on va dire plutôt vert, ou en tout cas utilisant des énergies renouvelables ou réutilisant l'énergie générée par le transfert de données dans des milieux plutôt positifs et avoir un impact positif. Et enfin, on peut aussi mesurer l'impact de son site pour pouvoir agir là où est finalement la question et le point d'interrogation. C'est-à-dire de se dire, est-ce que c'est la page d'accueil ma plus lourde, ou est-ce que c'est la page de mon blog, ou est-ce que c'est la page de contact, et donc pouvoir faire une action directe pour réduire l'impact de son site au global. Donc ça, c'est vraiment le petit zoom web écologique. Ensuite, on a tous les enjeux d'éthique et d'inclusion. Aujourd'hui, la politique, les achats responsables, c'est s'assurer lors de son achat de l'éthique des acteurs concernés, de la localisation, de la fabrication, qu'on parle de la fabrication et de l'extraction, du matériel, du transport. Donc le levier important, c'est vraiment d'aller améliorer cet impact social en jouant plutôt la carte du local et mettre une démarche, on va dire, numérique responsable et réaliser des achats responsables peut ne pas forcément coûter plus cher, voire même être un bon levier d'économie lorsqu'on fait une approche complète du coût, acquisition, utilisation, gestion de la fin de vie. Donc c'est important de pouvoir le prendre en compte, et c'est en se concentrant finalement sur des besoins utilisateurs et en rationalisant, en mutualisant les ressources informatiques que les économies vont pouvoir se faire au global, puisque on va être sur ce levier économique de façon globale. Et on l'a vu, en fait, aujourd'hui, savoir utiliser les ressources numériques courantes est devenu presque aussi indispensable que de savoir lire ou compter. Donc, il est important qu'on puisse proposer aux internautes d'avoir accès à Internet ou à ces outils dérivés pour qu'ils puissent, de ce fait, se retrouver inclus au numérique. Et donc, face à cet enjeu de fracture numérique aujourd'hui, il convient de fournir une égalité d'accès, d'information, d'accès à l'information, l'égalité des chances à toutes et à toutes, quels que soient leurs besoins spécifiques. Aujourd'hui, la recherche d'emploi se fait entre autres beaucoup via Internet. Si on a déjà une difficulté à avoir accès à l'information parce qu'on est dans une zone blanche, parce qu'on n'est pas forcément serein quand on va sur Internet, parce qu'on est en situation de handicap, tout simplement. Il convient de mettre en place une stratégie finalement numérique inclusive pour qu'on puisse avoir tous accès à l'information. Et donc, quand on regarde sur la partie web, justement, l'accessibilité, c'était le rêve du fondateur du web. C'était de se dire que pour lui, ça devait être une bibliothèque gigantesque auquel on devait tous avoir accès, quel que soit notre matériel, notre logiciel, les infrastructures réseau, la langue qu'on pouvait parler, la culture qu'on pouvait avoir. Son rêve, c'était que chacun puisse avoir accès à l'information d'où il soit. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte que, on l'a vu tout à l'heure, c'est
près d'une personne sur 5 qui a des difficultés et des freins face au numérique. 12 millions de personnes qui sont en situation de handicap, donc 80% de handicap invisible. Et aujourd'hui, quand on va sur un site web, souvent, on peut se retrouver face à ces freins liés à la conception du site Internet qui n'a pas forcément été prévu pour être accessible par tous. Aujourd'hui, c'est vrai que quand on va être équipé, par exemple, d'un lecteur braille, on a besoin de trouver l'information au bon endroit pour que l'utilisateur puisse percevoir l'information de façon cohérente. Et donc là, aujourd'hui, c'est dans la conception du site que ça se joue via le RG2A, référentiel général d'amélioration de l'accessibilité, sans 6 critères à prendre en compte. Ce n'est pas forcément simple à chaque fois, mais en tout cas, c'est bien de pouvoir prendre en compte au maximum ces critères dans la conception d'un site pour qu'on y soit tous de plus en plus conscients. Aujourd'hui, les collectivités sont dans l'obligation de suivre ce RG2A au maximum. Et d'ici 2 à 3 ans, ce sera également les entreprises et les associations qui devront prendre en compte ce référentiel. Et puis ensuite, il faut aussi que le site soit compréhensible. Donc, c'est une partie de l'accessibilité. Si on a du contenu qui va être trop complexe pour notre cible à laquelle on va s'adresser, si on se retrouve avec des mots ultra juridiques, aujourd'hui, sur des sites justement de démarches administratives, il y a eu des sondages de fait, et c'est presque 14% de la population qui va abandonner une démarche administrative pour faute de compréhension. Il est important vraiment là aussi d'avoir du contenu qui va être facile à lire, facile à comprendre, au moins en langage clair, pour qu'on puisse vraiment s'adresser à tous. Et enfin, lorsque le site web ou en complément, lorsque le site web est en ligne, il est important qu'on puisse améliorer l'expérience de l'utilisateur en s'adaptant à lui. Le site Internet, il a un seul visage, et l'objectif, c'est pouvoir se dire, on va lui proposer à lui d'avoir un site adapté en fonction de sa difficulté, qu'il soit senior, qu'il soit en situation de handicap, qu'il soit dans une zone à faible débit réseau. On va pouvoir lui proposer un accès au site adapté à lui. Et l'accessibilité numérique fait également partie et cette adaptation fait partie de l'accessibilité numérique. Donc, on a vu ces grands points, ces grandes parties. Et donc, l'objectif maintenant, ça va être de parler peut-être un peu plus dans le détail des bonnes pratiques pour que vous puissiez commencer à appliquer ces usages du numérique au quotidien dans vos associations, vos entreprises, chez soi aussi, ça peut être pas mal. Donc là, ça va être plutôt à destination des acheteurs ou des utilisateurs, se dire qu'on a envie d'allonger la durée de vie de son matériel. Aujourd'hui, en moyenne, dans une entreprise, un ordinateur va être changé tous les 3 ans, même si il fonctionne encore. L'objectif est vraiment d'aller limiter ce réachat ou de mutualiser finalement aussi, pour éviter d'être équipé, de mutualiser l'usage entre le pro et le professionnel. Donc on a aujourd'hui, c'est vrai, souvent 1 ou 2 mobiles quand on est pour avoir un usage pro et un usage perso. Il existe aujourd'hui des applications qui permettent de séparer cette vie pro et perso pour avoir le droit à la déconnexion aussi. Ou alors, on peut aussi imaginer se dire, si dans mon équipe, j'ai une personne qui est plutôt liée, qui travaille vraiment sur l'informatique, qui va faire des développements spécifiques, c'est vrai qu'elle a besoin d'un matériel plutôt dernier cri, pourquoi pas reprendre son ordinateur qui va 2-3 ans et le réaffecter en interne sur une personne qui va plutôt travailler sur des tableurs ou sur de l'administratif, sur lequel il n'y a pas forcément besoin d'autant de données et de capacités à l'ordinateur. Et puis aussi penser à la réparation. Un ordinateur qui va avoir un peu de mal, on peut aussi penser à repasser sur cette partie réparation pour lui permettre d'allonger sa durée de vie. Ensuite, on peut acquérir du matériel. Donc, on le disait, soit réparable, ou en tout cas déjà même réparé, reconditionné. Mais on va avoir du réparable. Aujourd'hui, il y a des labels qui existent qui vous permettent de vous dire est-ce que mon ordinateur ou mon téléphone a une capacité à être réparé facilement, d'être donc du coup plus durable. C'est aussi, là encore, un choix à l'achat qui va vous permettre de faire durer votre matériel beaucoup plus longtemps
Aujourd'hui, si on garde son ordinateur ou son téléphone, qu'on passe de 2 à 5 ans, on va réduire son taux d'impact, son impact de 37% sur les gaz à émissions à effet de serre. Du coup, vous avez tout de suite la source, donc c'est la source du Shift Project qui est là. Donc voilà, le premier point pour les bonnes pratiques, et je pense qu'on peut tous s'imaginer garder un an de plus son matériel tant qu'il fonctionne et qu'il fonctionne bien. Donc c'est choisir un matériel qui va fonctionner bien plus longtemps, qui va pouvoir être réparé, sur lequel on va pouvoir finalement avoir un impact sur sa durée de vie. Ensuite, il va y avoir l'éco-conception des services numériques. Donc, éco-concevoir des services numériques, c'est choisir ou développer, donc plutôt dans notre cas, plutôt choisir aussi des logiciels qui vont être éco-conçus. La plupart aujourd'hui des logiciels se passent en ligne, donc il est important de pouvoir justement choisir un fournisseur qui va vous garantir que son logiciel a été développé de façon à être moins gourmand en ressources informatiques. En plus, ça va favoriser l'allongement de la durée de vie de votre matériel. Il faut également qu'il prévoit d'être accessible à un large panel d'équipements, justement pour éviter de nous dire « Ah oui, mais moi, mon matériel, il n'accepte pas ce logiciel, il faut que je fasse une mise à jour, le matériel ne peut pas prendre cette mise à jour. » Donc là, plus on va prendre un logiciel qui va être accessible sur une grande panel d'équipements, plus on va pouvoir, là encore, garder son équipement le plus longtemps possible dans tous les cas. Et puis, intégrer l'éco-conception, c'est plutôt vertueux, puisque forcément, généralement, dans l'éco-conception, il y a beaucoup de règles de sécurité, de tout ce qui va être lié à la respect de la vie privée, d'accessibilité, et puis l'ouverture des données et des codes sources au besoin sur cette partie d'éco-conception. On parle beaucoup de logiciels libres ou autres qui vont être souvent beaucoup plus éco-conçus, donc à réfléchir. Aujourd'hui, il existe un référentiel aussi sur l'éco-conception qui s'appelle le référentiel général d'éco-conception des services numériques. Ainsi, vous pouvez demander à votre fournisseur à savoir s'il a suivi ce référentiel, s'il a audité son logiciel et quel est son résultat sur ce point-là. Donc les équipements et les services numériques sont changés vraiment quand ils deviennent trop lents. Donc plus on va avoir finalement des logiciels qui vont être légers, plus on pourra finalement garder son équipement plus longtemps. Sur la gestion de l'énergie, là encore, on va pouvoir faire des économies, on peut tous agir. On nous a assez et fortement sensibilisés durant cet hiver à faire attention à cette énergie. Donc, plutôt préférer l'extinction du matériel à la veille, ou en installant, là encore, des installations. On peut faire une installation électrique pour faciliter cela, mais on peut aussi, nous, on le fait très bien en entreprise, faire des petits challenges liés à l'extraction du matériel pour que chacun prenne les bonnes pratiques. Et celui qui oublie d'éteindre son matériel, malheureusement pour lui, doit ramener les chocolatines le lendemain. Donc ça peut être aussi, des fois ça risque de venir vite sur les hanches, mais au final c'est plutôt sympa pour les équipes. On va également préférer éteindre les écrans qui ne sont pas utilisés, essayer de faire le nécessaire aussi pour réduire le nombre d'écrans avec lesquels on travaille. Des fois on a des informaticiens qui travaillent 2, 3, 4 écrans. Donc l'un dans l'autre, c'est important de pouvoir se dire s'il ne travaille pas avec les 4, de ne pas forcément lui en proposer 4. Maîtriser la mise en veille, là aussi, adapter la luminosité de vos écrans, parce que plus on va adapter là aussi la luminosité, plus on va préserver son matériel. Et puis, opter pour un fournisseur d'énergie verte si c'est possible dans votre organisation. Choisir les bonnes solutions qui vont permettre généralement d'être un peu plus économiques et un peu plus écologiques. Par exemple, aujourd'hui, il y a eu, je crois que c'était là en 2019, Pôle emploi a économisé 1 million d'euros par an en instaurant à ses 63 000 collaborateurs d'éteindre leur ordinateur en partant le soir. Donc, il y a une époque où ils laissaient les ordinateurs tous tourner toute la nuit. Et donc aujourd'hui, ils ont fait ces économies qui sont quand même pas négligeables.
Et en prime, je pense que pour la partie sécurité, ça doit être beaucoup mieux que tous les ordinateurs soient éteints. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut très facilement mettre en place avec ses collaborateurs, ses collègues, ses amis, de façon régulière. Ensuite, on a la limitation des flux de données. Donc, comment faire pour éviter du transfert de données entre les data centers et nos écrans. Donc là, ça va être pour limiter cet impact, ça va être d'optimiser notre navigation Internet. Tant qu'à faire, utiliser l'historique pour éviter de faire de nouvelles requêtes, utiliser les favoris ou la recherche avancée, ça va nous permettre de finalement réduire un peu notre impact. Là encore, c'est une question de le faire tous ensemble. Quand on est tout seul à le faire dans son coin, ça n'a pas un très fort impact. Si on est tous ensemble à le faire, ça va avoir un réel impact sur notre quotidien. Réduire les volumes de données stockées, là encore, c'est pas fort. Le plus important restera la partie gestion logicielle, la partie gestion de matériel. Mais si on archivait tout en ligne, là encore, ça serait également inutile avec des données stockées qui ne servent pas à grand-chose aujourd'hui quand on a des données sur nos clouds qui sont de 2017-2016 sur lesquelles on n'a plus forcément d'intérêt de les avoir. Mieux vaut faire le tri et limiter l'impact de nos données. En plus, pour la partie sécurité, là encore, on est quand même mieux à faire attention et pourquoi pas faire de l'archivage hors ligne. Là encore, ça se calcule en fonction de vos besoins. Limiter et compresser les données échangées. Donc ça, on a plus ou moins tous pris l'habitude. Et aujourd'hui, quelques infos. L'ARCEP, donc le régulateur français des télécoms, nous a informé que le réseau mobile consomme 10 fois plus d'énergie que la fibre optique. Donc mieux vaut être connecté avec par prise plutôt que d'utiliser tout ce qui va être Wi-Fi, 4G ou autre. Donc il est vraiment... en tout cas, dans l'ordre, privilégier le filaire, suivi du Wi-Fi, et seulement en dernier, utiliser les données de vos téléphones. Organiser son environnement de travail. Donc aujourd'hui, ça peut être de créer des circuits courts d'accès aux documents. Aujourd'hui, on travaille tous avec des clouds. Là encore, notre donnée est stockée quelque part entre ici et un data center. Donc, plus on aura des chemins courts pour avoir accès aux documents, là encore, plus on limitera les requêtes. Et finalement, plus on aura d'impact. Donc, gain de temps global pour nous et en plus, gain de temps sur l'impact écologique. Et puis, des bonnes pratiques qu'on a tous pris depuis bien longtemps, optimiser ses impressions, et tant qu'à faire, ça c'est toujours quelque chose qu'il faut garder. On doit faire attention à nos impressions recto-verso, essayer de prendre du papier écolabellisé. Ça reste aussi du numérique responsable, puisque ça fait partie de la chaîne de pouvoir imprimer ou non un document. Aujourd'hui, on a pris cette habitude et c'est important de la garder pour le bien aussi de notre planète. Et ensuite, on va pouvoir aussi parler des bonnes pratiques liées à la communication. La communication, c'est à l'écrit, il y a beaucoup de bonnes pratiques à mettre en place. Alors, entre nous, sur nos sites internet, mais ça va être de limiter, par exemple, quand on envoie un mail, le nombre de messages et de destinataires, tant qu'à faire. Parce que c'est vrai que quand on envoie un mail à 15 personnes sur lequel il y a une seule personne qui est intéressée, on va envoyer un mail et donc impacter d'autant la donnée qu'on va envoyer en démultipliant le message. Limiter aussi tout ce qui va être envoi de pièces jointes. On va plutôt préconiser de faire un lien sur des sites qui vont stocker la donnée le temps que le mail soit envoyé et téléchargé ou non. Et ensuite, le mail sera également, enfin, l'information et la pièce jointe sera supprimée. Limiter la taille de ces pièces jointes en les comprimant au maximum, on en a parlé juste avant, et en organisant les pièces jointes. Préférer une signature plutôt sobre, sans image, au maximum, pour, là encore, avoir des mails qui soient le plus légers possible. Conserver les messages importants s'il y en a, et faire le tri dans ces mails. Aujourd'hui, on a parfois des boîtes mail qui sont un peu surchargées. Là encore, c'est une brique
parmi tant d'autres dans le numérique responsable. Ce n'est pas celle qui va changer la face du monde si vous supprimez les mails de vos boîtes mail, mais c'est celle qui fait que si on le fait tous ensemble et de façon régulière, on va décharger les zones de stockage et faire de la place, et donc allonger les durées de vie, et donc éviter le réachat de matériel. Et enfin, pour de la communication, alors là, plutôt accessible à l'écrit, éviter tous les émoticônes et les hashtags en plein milieu de phrase. Pourquoi? Parce qu'une personne qui va être non-voyante va, elle, avoir un lecteur vocal ou un lecteur braille qui va lui lire les émoticônes en plein milieu de votre phrase, ce qui fait que ça peut être parfois très compliqué. Là, par exemple, on aurait évité les petits bonhommes souriants, clin d'œil, et les hashtags en plein milieu de phrase. C'est pas forcément évident à lire et du coup, on oublie un peu la compréhension de la phrase. À l'oral, on continue tel qu'on fait. En fait, on se téléphone, on organise des échanges sans support écrit. Et là, tout va très bien. On est entre le choix, entre si on peut se voir d'un bureau à un autre quand c'est possible, ou en tout cas, on essaie de favoriser un échange téléphonique, là encore, plutôt qu'un mail s'il n'y a pas besoin. Et puis, lorsqu'on va faire des visios, des conférences, il y a encore là aussi des bonnes pratiques à prendre en fonction des personnes qui sont présentes dans l'assemblée, de se dire, est-ce qu'on allume ou pas la caméra? Est-ce que je partage ou pas une information? Oui, en fait, en fonction, on va plutôt faire le choix d'allumer sa caméra en début de conférence pour se présenter, pour se dire bonjour. Et une fois qu'on va partager un document, plutôt éteindre la caméra et laisser la caméra ouverte pour la personne qui parle, ce qui permet aussi de faire passer les émotions, qui permet de faire passer les messages, et aussi pour les personnes qui vont avoir quelques problèmes ou qui sont sourds ou malentendants, vont pouvoir lire également sur les lèvres, même si c'est plus compliqué en visio qu'en vrai, mais ça permet en tout cas de faire passer de l'information là encore. Donc on choisit, on trouve le juste milieu entre j'allume ou j'éteins ma caméra. Mais on essaie de choisir la meilleure pratique qu'il est possible. Si on fait une réunion d'équipe et qu'on sait tous qu'il n'y a pas de problème, on peut tous éteindre sa caméra et on partage juste l'écran. Enfin, encore une petite bonne pratique sur vos sites internet qu'on peut sur lesquels on peut améliorer l'accessibilité, c'est mettre des descriptions aux photos ou aux images importantes. On le sait aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on met des images. Une image vaut 1000 mots, mais une personne qui ne peut pas voir l'image a besoin de ces 1000 mots pour comprendre l'information que vous souhaitez faire passer. Et c'est dans ce cadre-là qu'il est important de pouvoir mettre une description pour que la personne qui va avoir un lecteur vocal ou un lecteur braille pour venir sur votre site puisse avoir l'information du message que vous souhaitez faire passer via cette photo. Et puis, clarifier l'information, passer en langage clair ou en langage FALC, facile à lire et à comprendre, pour que tous puissent comprendre l'information et faciliter l'accès aussi à la communication que vous voulez faire. Évitez tant que faire se peut les textes sur les images sans fond opaque. Pourquoi? Parce que là encore, pour des personnes qui peuvent avoir des difficultés type épilepsie ou autre, avoir des textes sur des images sans contraste assez fort peut perturber et finalement on peut louper l'information ou ne pas prendre l'information. Limiter les interactions dynamiques, donc les diaporamas, les pages, les articles qui arrivent les uns après les autres. Là encore, ça peut perturber le lecteur. Et en plus, généralement, c'est beaucoup plus lourd. Et donc, ça alourdit votre site. Donc, pas forcément positif. Contraster les visuels et les écrits. Pourquoi? Là encore, pour que chacun, quelles que soient ses difficultés visuelles ou cognitives, puisse avoir accès à l'information. Et enfin, utiliser une police qui se veut plus accessible, une police qui se veut plus facile à lire, comme Verdana, Calibri ou Arial, avec des tailles plus ou moins adaptées en fonction de la force de l'information que vous voulez faire passer. Et en plus, le petit bonus à tout ça, c'est qu'aujourd'hui, les robots cherchent de plus en plus des sites accessibles et sobres, donc ils vont quand eux verront mieux l'information, ils permettront à votre site d'être un peu mieux référencé. Donc c'est que du bonus de faire du site accessible et sobre pour tous.
Donc, en conclusion à tous ces messages, le numérique responsable, c'est 4 approches fondamentales pour relever finalement plein de nouveaux défis. Donc, on a l'économie circulaire qui va permettre de mieux analyser le cycle de vie de votre produit et donc de pouvoir sélectionner un produit qui va être plus durable, qui va permettre de limiter votre consommation et d'éviter le gaspillage. On va intégrer l'éco-conception pour la protection de l'environnement, et ce, dès la conception du matériel, là encore, du bien. Enfin, on va également penser à la e-inclusion, ou l'inclusion numérique, afin d'assurer l'accès aux informations et aux services en ligne pour tous et sans discrimination. Et l'accessibilité, on va permettre aux personnes en situation de handicap d'avoir accès à tous les services digitaux, quelle que soit leur situation. Et l'inclusion et l'accessibilité sont très proches, parce que l'objectif, en fait, finalement, c'est d'avoir un accès pour tous à l'information. Donc, comme je le disais, on a une grande partie des sources qui seront sur la fin. Si vous voulez aller plus loin, aller confirmer, rechercher de l'information sur les sujets qu'on vient de citer, voici vous aurez accès en fait, à tous ces éléments qui viendront apporter encore plus de détails à cette sensibilisation. On était vraiment aujourd'hui sur un point sensibilisation pour qu'on puisse entamer une démarche vers le numérique responsable tous ensemble. J'ai été un tout petit peu plus rapide que prévu, mais ça va laisser plus de place aux questions. Non, pas du tout. En plus, on est dans les temps, c'est top. Merci beaucoup, Cyrielle, pour cette présentation très claire. Et merci aussi, soit en passant, aux participants qui ont bien joué le jeu aussi de partager dans le chat leurs réflexions, leurs pistes complémentaires vers un numérique responsable, etc. C'est sympa quand c'est interactif comme ça. Et on va poursuivre dans cette dynamique interactive avec quelques questions. Une première de la part de Laure qui rebondissait plutôt vers le début de ta présentation et qui cherchait à bien comprendre quand tu évoquais la quantité de CO2 utilisée pour ouvrir une page web. Est-ce que c'est le fait de l'ouvrir ou est-ce qu'il y a un facteur temps? Enfin, qu'est-ce qui se cache derrière, entre guillemets? Alors, qu'est-ce qui se cache derrière le poids d'une page l'impact d'une page le lien qu'on site fait internet entre CO2 et ouvrir une page web? Ouais, en fait, c'est effectivement le fait ça va être le fait d'ouvrir la première fois la page web déjà. Puisque du coup, on va appeler la donnée jusqu'au data center. C'est pour ça qu'après, on parlait des bonnes pratiques d'utiliser les favoris ou les recherches avancées pour éviter de recharger une page. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a des caches qui permettent d'éviter de recharger tout le temps les pages qu'on a déjà vues. Mais la première fois qu'on va l'appeler, on va charger le texte, mais on va également charger les images, on va charger les menus, on va charger toute l'information qui est sur le site. Et en fonction effectivement du poids de tous les éléments qui sont contenus sur le site, des requêtes, de la complexité de la page, elle va être plus ou moins lourde. Et c'est cette partie-là qu'on pèse et qu'on transforme. Enfin, après, aujourd'hui, c'est toute une partie calcul technique qui fait qu'on arrive à évaluer que tout ce qu'il y a sur cette page va avoir un équivalent en grammes de CO2. Très bien, merci beaucoup. Une question de Jean-Jacques, qui doit être loin d'être le seul dans ce cas de figure. En interne, ils ont pour consigne de ne pas utiliser les mails, mais d'utiliser Teams. Est-ce que c'est réellement plus responsable? En gros, une discussion instantanée, un outil de discussion instantanée, est-ce mieux en interne d'un point de vue responsable que des emails? Oui, ça va être mieux qu'un email, parce qu'on va pas on va faire toujours transiter par le même serveur, on va dire, mais ça reste quand même, selon l'information qu'on fait passer sur son Teams, ça peut parfois s'avérer un peu lourd à payer, comme charge à payer, entre guillemets, si c'est juste pour dire bonjour à son collègue qui est dans le bureau d'à côté. Donc, si on est effectivement en télétravail, où là, finalement, on se dit, bon, il faut que je contacte, on est comme on le disait, on évolue dans notre façon de travailler, il faut qu'on s'organise. L'avantage de la messagerie directe, c'est qu'effectivement, elle a un petit peu moins d'impact que le mail. Maintenant, si on peut utiliser le téléphone, c'est aussi possible et c'est encore moins impactant. Donc, il y a différents degrés en fonction de ce qu'on laisse également comme trace.
Et là encore, si on passe par Teams, l'important, et à un moment ou à un autre, c'est de supprimer l'historique des conversations. Parce que c'est l'historique qui va faire que l'impact va être de plus en plus important. Donc voilà, tout est question de bienveillance et de bonne pratique. C'est-à-dire qu'il faut qu'une fois peut-être tous les 6 mois, tous les 3 mois, mes conversations sur lesquelles je n'ai pas forcément d'intérêt d'avoir un historique, je supprime pour éviter, comme les mails en fait. C'est le cumul qui va faire qu'on va avoir un impact de plus en plus fort. Très bien. Je regroupe 2 questions qui concernent la fabrication de matériel informatique, d'équipement, de la part de Marie et Isabelle. Isabelle demandait est-ce que les constructeurs de matériel fabriquent des produits plus durables aujourd'hui? Et je pense que répondre à Marie ira dans ce sens, qui demandait au sujet de la réparabilité des équipements, pouvez-vous donner des exemples de labels, s'il vous plaît? Alors, sur la fabrication des équipements, donc, tu peux me redonner juste la première question? Oui, alors attends, Pardon. Non, t'inquiète, je les ai notés en traité, mais je vais les rechercher. Est-ce que les constructeurs de matériel fabriquent des produits plus durables aujourd'hui? Au sujet de la réparabilité des équipements, pouvez-vous nous donner des exemples de labels? Donc, effectivement, aujourd'hui, alors tous ne sont pas encore, en tout cas, tous ils sont engagés, tous les matériels ne sont pas encore éco-conçus, mais on y avance. Aujourd'hui, les politiques de numérique responsable et d'éco-conception, même chez nos gros fabricants, sont en train d'être mis en place. Il y a plusieurs labels qui existent, mais en France, aujourd'hui, on n'est pas encore, je ne peux pas vous donner de nom parce qu'ils ne sont pas encore vraiment mis en place sur notre pays. Après, aujourd'hui, c'est plus l'étiquette de réparabilité qui prime en France. Donc, on a de plus en plus de notes sur nos équipements. Il n'y a pas de nom spécifique. C'est l'indice de réparabilité qui est affiché, qui est une note sur 10. Et plus vous êtes proche de 10, plus c'est facile et assez économique de faire réparer votre matériel. Et je crois que la plupart maintenant des grands constructeurs se doivent de suivre cet indice de réparabilité. Je partage en complément de ta réponse dans le chat un petit lien qui renvoie vers quelques exemples de labels pour du matériel informatique écologique. Et après, quoi qu'il en soit, si vous vous engagez, si vous allez vers le reconditionner, vous avez un impact qui aussi va être fortement réduit. L'objectif aujourd'hui, c'est vraiment d'aller dès qu'on peut dans ce sens-là, en fonction de son métier, bien sûr. Mais le matériel reconditionné, aujourd'hui, a un impact qui a déjà été absorbé par le premier achat. Ce sur quoi je suis forcément obligée de rebondir, il faut rappeler que Cégétech vend pas mal de matériel informatique et reconditionné par nos propres ateliers avec des postes en insertion et en plus à tarif solidaire, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil sur le site. On va passer à un autre sujet sur l'éco-conception des sites web où un spectateur anonyme revenait sur ce sujet-là. Alors, je pense que il ou elle a posé sa question un peu tôt et donc tu y as partiellement répondu, mais que c'est intéressant de reboucler. Vous avez évoqué donc l'éco-conception des sites web. Notre asso national est en train de revoir son site internet avec des mini-sites par association locale. Sur quels indicateurs pouvons-nous être vigilants lors de la discussion avec le prestataire? Comment mesurer le poids de chacune des pages actuelles? En gros, je fais faire un site internet par un prestataire, je me préoccupe de cette notion numérique responsable. À quoi est-ce que je peux faire attention? Alors, pas mal de petits points. Il y a, dans la partie conception, là, le point, c'est vraiment essayer de dire à votre prestataire de se rapprocher du référentiel général d'éco-conception des services numériques. Donc, il est sur les slides que je vous ai partagés tout à l'heure. Donc, c'est un lien que je vous ai joint avec qui va permettre en fait à votre développeur de s'appuyer sur les bons référentiels pour développer de façon écologique. Enfin, éco-conçu, pas écologique. Le deuxième point, ça peut être de vous, en tant que responsable du site, continuer à
à utiliser les bonnes pratiques. Comme je le disais tout à l'heure, c'est faire vraiment attention à la communication que vous allez mettre en place, limiter le nombre d'images que vous allez y mettre, limiter le nombre d'éléments lourds tels que les diaporamas ou les choses comme ça qui vont faire que votre site va être ralenti et finalement va être alourdi. Et ça, c'est aussi souvent, des fois, le responsable de communication qui préfère mettre plein d'images, plein de choses qui bougent parce que c'est plus joli, mais ce n'est pas forcément en lien avec l'éco-conception. Et enfin, il y a une petite publication qui, je vais essayer de vous redonner le nom tout de suite, qui s'appelle les 115 bonnes ou les 116 bonnes pratiques de l'éco-conception. Un petit livre vert de l'éco-conception que je conseille à toutes les personnes qui souhaitent se lancer sur ce sujet-là. Cyril, tu es figé de mon côté, mais je t'entends bien. Donc, selon tes bons conseils, on va se dire que l'essentiel, c'est l'oral. Est-ce que tu m'entends aussi? Cyril, est-ce que tu m'entends? Désolée pour cette petite coupure. Tu es revenu, ça marche. Du coup, on arrive à la fin du webinaire. Ce que je propose, c'est qu'on prenne encore juste une ou deux questions en dépassant légèrement, mais j'ai conscience que certains doivent filer. Donc, je vous remercie déjà pour votre temps et en espérant que cela a été utile. On va faire d'autant plus efficace sur les 2-3 derniers éléments. Je m'excuse d'avance, on n'aura dans tous les cas pas le temps de tout traiter. Une question de Jacques qui demande si l'impact est différent suivant les systèmes d'exploitation, Windows, Linux, etc. Alors, oui. Pourquoi? Parce que on va avoir des systèmes d'exploitation qui vont être beaucoup plus légers à la base, de type Linux. Après, c'est aujourd'hui dans l'utilisation grand public, c'est pas en tout cas, c'est pas encore sur ce moyen-là qu'on fera le plus d'économies, même si c'est vrai que si demain on utilisait tous Linux, ça serait peut-être un peu mieux. Mais voilà, c'est pas voilà, dans l'ordre, effectivement, c'est quelque chose qu'on peut regarder pour son matériel. Très bien, merci. Dans les conseils que tu apportais, tu évoquais le circuit court d'accès aux documents. Isabelle voudrait bien un exemple pour mieux comprendre. En fait, c'est dans l'organisation de vos données, parce qu'on a toujours tendance à faire des longs chemins de recherche de type j'ai mes documents, en dessous, dans mes documents, je remets un dossier dans lequel je vais remettre un dossier, dans lequel je vais remettre un dossier pour aller chercher mon document. Et c'est ces chemins-là qu'il faut pouvoir raccourcir au maximum pour pouvoir trouver l'information. D'accord, ok. Une question d'Héloïse en ce qui concerne les hébergeurs plus écologiques. Par exemple, si tu connais Squarespace, qu'est-ce que tu en penses? Mais sinon, plus globalement, est-ce qu'il y a des hébergeurs plus écolos que d'autres? Alors, Squarespace, je ne le connais pas. Moi non plus. Mais ça n'empêche qu'il a probablement... Enfin, je ne sais pas s'il a une politique d'engagement. En tout cas, n'hésitez pas à vous renseigner sur ses engagements. Et ils ont en tout cas de plus en plus de politiques sur ces points-là. En fonction de vos attentes, là encore, et du prix, toujours pareil, hein, des possibilités variées, des hébergeurs engagés, il y en a plusieurs. Donner des noms, c'est toujours compliqué parce que je crois qu'ils font tous des bonnes actions. Et à la base, c'est vraiment en fonction aussi de vos besoins et de vos engagements. En France, on en a plusieurs. Et pour le coup, pour vous dire aussi, OVH n'est pas si mauvais. On entend toujours parler d'OVH pas forcément bien. Il a des bonnes actions, il a des bonnes politiques. Et sur la sécurité, il est plutôt aussi bien, malgré le fait qu'on puisse des fois se retrouver sur des difficultés qu'il y a pu avoir dans les années précédentes. Mais ils ont une très bonne politique écologique et ils sont très bons sur la partie sécurité. Après, ils ne sont pas très bons sur le service client. Donc après, c'est aussi au choix. Et en France, on a quand même pas mal de data centers qui ont des belles politiques et
et voilà, qui communiquent malheureusement pas assez sur ces engagements. Pour info, il y a notamment Lucille et Alexis qui recommandent O2Switch, donc vous avez le nom dans le chat si ça vous intéresse, comme un hébergeur engagé pour les sites web. N'hésitez pas aussi à aller voir. Merci une fois de plus pour vos recommandations en parallèle, c'est top. Allez, on va terminer par une dernière petite question. Ça fera la transition à réponse très rapide, si c'est possible, Cyrielle, de Philippe. Est-ce que Lizio peut être installé sur son site internet personnel? Oui. On est d'accord, c'est sur tout site internet en fait. Voilà, sur tout site internet. À partir du moment où je suis obligée de mettre une toute petite étoile, si vous avez bien accès au back-office pour pouvoir installer des plugins, parce que je sais que parfois sur certains sites personnels gratuits, on ne peut pas forcément avoir accès à l'installation des plugins, mais si vous avez accès à cette installation, il n'y a pas de problème. Tu as raison. Si tu veux, repartager ta vidéo pour le temps de dire au revoir, ça sera plus convivial si tu y arrives, si ça fonctionne. Je suis de retour. Super. Génial. Et un grand merci Cyrielle pour cette présentation. On a d'ores et déjà eu des retours positifs comme celui de Laure à l'instant. Merci tout plein. N'hésitez pas à aller creuser le sujet de Lizio si vous voulez l'utiliser d'un point de vue utilisateur. Vous pouvez le tester ne serait-ce que sur le site Solidatech. Et puis si vous voulez contacter... dites bien que vous venez de la part de Solidatech, ça n'en sera que tout bénéfique pour vous, avec 2 mois offerts, si je ne dis pas de bêtises, Cyrielle, c'est ça? Tout à fait. Voilà. Je vous rappelle que le replay et le support de présentation seront à votre disposition dans le centre de ressources d'ici quelques jours. Un grand merci à tous pour votre participation et on se retrouve, alors c'est pas encore en ligne, mais n'hésitez pas à surveiller notre page agenda ou nos newsletters. On se retrouve, pour ceux que ça intéresse, le 27 avril pour un webinaire sur comment mener des campagnes Google AdGrants. Les campagnes publicitaires Google AdGrants pour ceux qui connaissent. Voilà. Merci beaucoup. Passez une bonne après-midi à tous. À bientôt. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.